Notre invitation à ce temps final, j'allais dire, des 7 jours que nous avons, avec mon équipe, souhaité pour venir partager ce point d'étape d'une année que nous avons voulu d'abord utile pour Nantes, utile pour les Nantaises et les Nantais. Je vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation ce soir. Il me semble d'ailleurs reconnaître dans la salle quelques visages d'hommes et de femmes qui ont participé à la première séance en mairie la semaine dernière, donc ce café citoyen au cours duquel nous vous avions mis à contribution, puisque pour celles et ceux qui ont participé, vous avez travaillé en petit collectif, en table, pour pouvoir nous interpeller sur vos questions, vos critiques, vos attentes, vos points d'interrogation pour l'avenir de Nantes et puis pour tout un tas de sujets très concrets de notre vie quotidienne. Merci donc à nouveau ce soir de prendre du temps pour venir avec nous. D'abord, vous faire ce retour des 7 jours. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois cette semaine. Ce n'est pas un bilan dont il s'agit, puisque évidemment, le bilan, c'est en 2020 que nous le ferons. Par contre, conforme à nos engagements de transparence, d'évaluation en continu, de rendre compte et de dialogue citoyen, il m'est apparu important de prendre ce temps au bout d'un an pour venir partager avec vous notre point d'étape. Vous dire comment nous avons agi, comment cette année a été, je crois, efficace pour notre ville, notre métropole, mais aussi de vous entendre sur votre regard sur ce point d'étape. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Mathieu Barado et je suis responsable de la communication. Je vous présente Sandra Rato qui s'occupe du dialogue citoyen, qui est très investie dans cette opération bien sûr. Donc on se retrouve ce soir pour ce temps de restitution autour du point d'étape. Johanna Roland l'a évoqué, il y a peut-être certaines personnes que nous avons déjà croisées au fil de ces 7 jours de rencontres. Pour faire très rapidement un petit peu plus connaissance, juste pour savoir qui a participé au Café Mairie de la semaine dernière. Est-ce que parmi d'entre vous, on en a vu quelques-uns? Est-ce qu'ils peuvent se signaler? Effectivement, donc l'impression de Johanna Roland était la bonne. Est-ce que d'autres personnes se sont trouvées dans cette opération, par exemple dans les réunions d'appartements? Est-ce que certains d'entre vous, à part les élus bien entendu qui étaient présents, ont participé à des réunions d'appartements? D'accord, quelques personnes ont accueilli des élus et discuté avec eux durant cette semaine. Participant au Hangout, bien évidemment, il y en avait 5. Peut-être que certains d'entre vous ont participé ou ont regardé ce Hangout. Une personne dans la salle a regardé le Hangout. Il est toujours disponible et toujours visible sur le site nantes.fr, bien sûr. Et puis peut-être aussi, et c'est cumulatif, certaines personnes ont contribué sur Internet, puisqu'on pouvait le faire classiquement ou via les réseaux sociaux si on le souhaitait. Est-ce que certains d'entre vous se sont exprimés via ce canal? A priori, vous avez déjà pu le faire dans d'autres temps, et puis vous allez pouvoir aussi le faire ce soir. Et puis enfin, est-ce que des personnes viennent pour la première fois sur cette démarche des 7 jours autour des 1 an de mandat, pour la première fois ce soir? Ok, donc bienvenue à tous dans votre diversité. Très vite et immédiatement, on va vous exposer la manière dont va se dérouler cette rencontre ce soir. 4 grands temps, un qui est en train de se réaliser en ce moment, c'est la petite introduction, mais surtout 3 grands temps en fait, avec d'abord un retour sur les contributions des Nantais, c'est ce qui s'affiche sur les écrans. Les contributions ont été nombreuses et on va essayer de les reprendre et de les analyser ensemble avec des expressions de Johanna Roland et si elle le souhaite aussi de certains des membres de son équipe. On aura aussi ensuite une séquence avec vous qui pourrait réagir sur cette manière dont Johanna Roland et son équipe s'approprient, regardent ce point d'étape. Vous pourrez donc vous exprimer. Et puis on pourra aussi approfondir lors d'un 3e temps, puisqu'on pourra se retrouver autour d'un verre dans des échanges plus individualisés. Donc c'est ces 3 temps qu'on vous propose de partager ensemble ce soir. Une précision, nous sommes, comme nous l'étions la semaine dernière, filmés. L'objectif étant, dans une logique de transparence, de rendre disponible cette soirée pour tous ceux qui le souhaiteront. Dans les 24-48 heures qui viennent, ce sera regardable. Et c'est regardable déjà en direct ce soir, en même temps que nous nous exprimons ce soir. Et puis d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière et pour aussi nous mettre en jambes, je vous propose de regarder ensemble pendant 4 petites minutes un petit film qui nous résume les échanges tels que vous avez pu les vivre cette semaine.
voudrais d'abord tout simplement vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette proposition. Alors depuis un an que nous avons travaillé, œuvré pour faire en sorte que cette année soit d'abord une année utile pour les Nantaises et les Nantais, soit une année utile pour Nantes. Surtout dans le centre-ville, moi je suis un peu inquiet quand je vois des tas de plateformes. Non. Ah oui, oui, c'est vrai, les Comment construire, comment garantir le dialogue citoyen avec tous? Selon vous, quel projet prioritaire de votre mandat? Celle-là, elle est dure. En fonction du nombre d'arrêts, quoi. Ouais. Contre toutes les formes d'inégalité, elles sont sociales, elles concernent l'habitat, l'accessibilité, etc. On peut ramasser toutes vos copies si vous voulez, parce que ce sera traité, utilisé. Voilà. Ce que vous avez noté, l'engagement que je peux vous donner ce soir, c'est que Sandra Raton l'a expliqué au début, ça va être écrit, ça va être formalisé et ça va nous accompagner dans la suite du mandat. Oui, bonjour Sarah Robert, je viens pour la réunion à domicile. Merci beaucoup. Mais là, on souhaitait avoir un mode de rencontre avec les Nantaises et les Nantais un petit peu différent. Plus convivial. Et voilà, plus direct, plus convivial. Et on a pensé à ces réunions à domicile. C'est que dans mon immeuble, Quand les propriétaires retournent Alors donc, en fin de compte, tout ça, c'est de l'argent qui ne nous chauffe pas. les premières années, au contraire, on a été avantagés par rapport à ceux qui étaient au fioul, ceux qui étaient au gaz, etc. Les participants, les élus, quelques selfies au passage qu'on a récupérés et agrégés. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Hangout spécial 1 an. C'était il y a 1 an et 1 mois jour pour jour. Johanna Roland, vous étiez élue maire de Nantes. Pour l'occasion, un dispositif spécial a été mis en place une semaine pour faire un point d'étape. Bonjour Johanna Roland. Bonjour. Dans le cadre de ce label French Tech, comment vous allez aider financièrement les créateurs d'emplois, d'entreprises, puis d'emplois j'espère. La question de l'accompagnement, et notamment par la métropole, elle ne se traduit pas, je crois, uniquement par des questions d'argent. Le rôle aussi qu'une métropole peut jouer, c'est la mise en relation des acteurs. Quelle est la limite raisonnable à se fixer pour ne pas céder au tout immeuble? Depuis le début de ce mandat, j'ai demandé à ce qu'on puisse être extrêmement attentif à se dire « Ok, comment on construit des logements, parce que c'est important, et comment on s'assure de la qualité ». Donc cet attachement à la qualité, je crois que c'est aussi un enjeu important. Merci à vous pour vos questions, pour vos contributions. Merci à vous, bonne soirée. Alors, donc voilà, vous avez vu un peu en image ce qui s'est passé et on va vous expliquer un peu, ce qu'on va vous présenter ce soir, comment ça a été construit. Donc c'est un aspect plus méthodologique. Donc effectivement, la démarche lancée le 28 mai par Johanna Roland et son équipe. Le but, c'était effectivement de collecter en fait différents points de vue et d'une diversité de vécus et d'expériences des Nantais et des Nantaises après 1 an de mandat.
Et donc, vous avez vu dans le film qu'on a multiplié les formes en fait de ces collectes-là. Alors, quand on dit collecte, et comme on l'a vu dans le reportage, par exemple, le Café Mairie du 28, vous avez, ceux qui participaient ont fait beaucoup de post-it, ont beaucoup écrit de choses. Donc, hop, on a tout rassemblé, on a tout retranscrit et on a analysé ça. Donc là, vous avez quelques chiffres un peu clés. Déjà, oui, donc vous étiez 80 citoyens là, le 28. Ensuite, les réunions d'appartement en fait, ont permis à 167 citoyens de pouvoir échanger avec les élus. Et il y a eu à peu près 55 contributions. Il y en a d'autres qui arrivent encore un peu aujourd'hui, donc bon, à quelques-unes près. Mais ça donne en tout cas des grandes masses. Et donc 300 Nantais contributeurs, c'est-à-dire qu'on vraiment produit quelque chose. Et donc on a, au fur et à mesure en fait, de la semaine, on a rassemblé, retranscrit ces éléments-là pour en faire une analyse qu'on va vous présenter ce soir. Finalement, c'est quel sujet d'interpellation, comment et sur quoi vous avez voulu interpeller Johanna Rolland et son équipe. Et il y a finalement, quand on a relu tout ça, il y a des grands thèmes, vraiment des grands thèmes, des grandes tendances saillantes qu'on va, on va découvrir ensemble ce soir et qui vont faire le fil conducteur de la première partie de cette soirée. Voilà, donc, ok, on est passé Mathieu, vite sur la deuxième slide. Voilà. Oui, pour nous y retrouver, on a essayé de classer un peu en 4 grandes catégories, 4 grandes approches, toutes les contributions. Et il y a eu du temps de passer pour traduire, retranscrire, y compris les post-it, etc., qui ont été utilisés lors de certains rendez-vous. De tout cela, ça va d'ailleurs le fil conducteur de notre soirée, on a découvert 4 grandes approches. D'abord, l'idée des valeurs communes. Qu'est-ce qui rassemble les Nantais, manifestement, autour des logiques qui s'affichent à l'écran de ville ouverte, d'égalité, d'équilibre, la dynamique nantaise, la qualité de vie, c'est vraiment des mots-clés qui sont sortis extrêmement souvent et donc sur lesquels il nous semble utile et intéressant de revenir ce soir. Par ailleurs, on a aussi noté ce qu'on a décidé d'appeler des alertes. Pour le décrire, c'est un petit peu le sens où ça prend de la place dans le vécu des habitants. C'est aussi des choses qui peuvent générer des tensions et donc il faut les explorer. C'est le cas par exemple de l'emploi, c'est aussi le sujet des incivilités et puis le sujet des déplacements sur lequel on sera aussi amené à revenir ce soir. Ensuite, on a identifié ce qu'on pourrait appeler des interrogations, des sujets sur lesquels les habitants attendent des décisions. C'est le cas, par exemple, dans le domaine de l'attractivité du territoire, qu'on a vu à plusieurs reprises sortir autour des tables, lors des réunions d'appartements. Les grands projets du territoire aussi, évidemment, qui tiennent une place importante dans le cœur et dans l'intérêt des Nantais. Le sujet de la dépense publique est ressorti aussi à plusieurs reprises, et donc on va y revenir ce soir. Et puis enfin, il y a des sujets qui ont marqué des attentes, des envies. C'est le cas de la culture et c'est aussi le cas du dialogue citoyen que connaît bien Sandra. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec Sandra justement autour de ce qu'on peut appeler les communs, ces valeurs, ces sujets qui nous rassemblent. Tout à fait. Donc peut-être une précaution oratoire, c'est-à-dire que cette démarche 300 contributeurs, c'est pas tous les Nantais, donc c'est un moment T, un zoom, une photographie dans une démarche particulière. Donc évidemment, ça n'a pas valeur d'être représentatif ni exhaustif de ce que les Nantais ont envie de raconter sur Nantes et à l'équipe. Mais bon, voilà, on est parti du matériau et on a essayé d'être le plus fidèle possible, en tout cas, à ce qui nous a été transmis. Alors, effectivement, sur ce qui est ressorti, vous allez voir on a tiré quelques verbatim. Enfin, les verbatim, c'est des choses que vous avez écrites. Effectivement, il y a comme un espèce de socle de valeurs qui transparaît en tout cas dans les commentaires et les contributions. Donc, quelque chose autour d'une ville qui se pense et qui se veut ouverte aux autres. Voilà, donc vous avez quelques éléments sur la question notamment des populations migrantes, les gens venus de l'extérieur. Donc voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ensuite, un fort attachement à la valeur d'égalité. Ça, c'est ressorti plusieurs fois et comment finalement le développement de cette ville garde la question de l'égalité. Troisième point qu'on entend souvent, y compris dans les réunions publiques, c'est l'attachement et le vœu que la ville soit verte et encore plus verte. Donc ça, c'est toujours un point important qui est raconté. Et aussi
le sentiment que l'environnement nantais, par plein de formes, est dynamique et plutôt porteur. Voilà. Après, ça, c'est, on va dire, des valeurs communes qui sont plutôt des valeurs positives. Donc, c'est ce que cette première partie voulait montrer. Ça sort quand même assez fort. Donc, voilà, l'idée étant de jouer un petit peu à chaque fois de la réaction de Johanna Roland sur ces invitations à la réflexion que proposent les Nantais et par notre intermédiaire dans l'analyse. D'abord, je crois que cette question des valeurs à Nantes, elle est extrêmement importante. Elle est importante parce qu'elle fait partie de notre histoire collective, j'ai envie de dire. Et quand aujourd'hui on agit, quand aujourd'hui on essaie de faire en sorte, je l'ai dit, que cette année soit utile pour Nantes, pour les Nantaises et les Nantais, on le fait aussi à partir de ce qu'est Nantes. Ça, c'est la première raison pour laquelle ces valeurs, pour moi, elles sont absolument déterminantes. La deuxième, c'est qu'on parle souvent à Nantes, et à raison, je crois, du jeu collectif à la nantaise. On n'en parle pas que pour le football. On en parle pour dire que c'est vrai que dans notre ville, on sait inventer des projets ensemble. On sait réunir des acteurs différents, et on pourra y revenir dans le débat, dans la discussion. On a des exemples concrets cette année. Je pense à l'obtention du label Nantech. Quelqu'un en parlait dans le débat. Si on a gagné ce label, c'est parce qu'on a joué collectif. C'est vrai dans de nombreux sujets. Et je pense que pour pouvoir agir collectivement, il faut, j'allais dire à l'origine, il faut partager un certain nombre de valeurs, en tout cas de choses qui nous rassemblent. Alors, je ne vais pas revenir sur chacune des expressions, mais peut-être essayer de partager avec vous la manière dont, à partir de ces valeurs, nous, on a essayé d'être utile. Parce qu'une municipalité, il y a ce qu'elle fait, elle-même, directement. Je prends un exemple. Je regarde Ghislaine Rodriguez, mon adjointe en charge de la petite enfance. Dès cette première année de mandat, on a construit des places en crèche. Ça, c'est ce que nous faisons nous-mêmes. Mais il y a aussi comment on s'appuie sur les forces de la ville, sur les forces vives de la ville, sur les acteurs économiques, sur les acteurs associatifs, sur les citoyennes et sur les citoyens. Et si je reprends ce fil de la petite enfance, eh bien oui, on travaille aujourd'hui avec les acteurs associatifs sur cette question, y compris pour inventer des nouvelles réponses. Et puis on travaille avec les citoyennes et les citoyens pour essayer de s'adapter au mieux à vos attentes. La semaine dernière encore, on parlait de la question des modes de garde sur les horaires plus atypiques. C'est une question que vous nous avez posée. Donc ces valeurs, c'est à la fois notre socle, c'est ce à partir de quoi nous agissons. C'est vrai évidemment autour de la grande question de la solidarité et de la cohésion sociale qui ressort. Je crois que derrière, ça dit beaucoup de choses de ce qu'est notre ville, d'une forme d'esprit sans doute de tolérance. C'est pas pour rien si nous sommes la ville de l'édit de Nantes. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fois, ça va chercher loin dans nos racines historiques, et nous avons essayé de faire en sorte que ce soit très concret. Si je prenais qu'un seul exemple, je parlerais évidemment de la tarification solidaire que nous avons votée dans les transports, qui doit permettre une tarification plus juste pour chacune et pour chacun. Si je reprenais une deuxième valeur qui me semble importante, c'est la question de l'ouverture. La question de l'ouverture, elle ressort beaucoup dans nos échanges et elle est importante parce que je suis prête à prendre le pari avec vous ce soir que si nous posions cette question de l'ouverture dans d'autres villes en France, je ne suis pas sûre que cet attachement à l'ouverture aux autres serait aussi fort. Là aussi, si je prends simplement un exemple concret pour dire comment on a travaillé cette année pour avancer, eh bien c'est notamment l'ouverture du lycée international sur l'île de Nantes, qui non seulement symbolise cette ouverture, mais surtout offre des pistes concrètes aux jeunes de nos territoires. Et puis, on voit deux autres thèmes qui ressortent beaucoup dans cette question de ce qui nous rassemble, c'est la qualité de vie et l'innovation. La qualité de vie, c'est essentiel parce que je crois que c'est ce qui fait la qualité nantaise à laquelle nous sommes attachés. Et puis enfin, l'innovation. L'innovation, je crois vraiment que c'est dans l'ADN nantais. Moi, je dis parfois qu'à Nantes, on est des challengers permanents. On n'est pas Paris, on n'est pas Londres, on n'est pas Berlin. Et je crois que collectivement, c'est pas ce qu'on a envie de devenir. Parce qu'on aime trop notre ville. On aime cet équilibre délicat, toujours à préserver entre le fait d'être une grande ville qui bouge, une ville en dynamique, une ville en mouvement, et en même temps une ville attachée à son histoire, son identité, j'allais dire son charme et peut-être même son âme. Donc voilà, les valeurs, c'est tout ça, c'est ce qui nous rassemble, c'est notre histoire, mais c'est surtout ce qui doit nous permettre de continuer à nous projeter vers l'avenir. J'ai évoqué là quelques exemples concrets sur lesquels on a d'ores et déjà avancé, concrétisé des choses sur cette année. Mais pour nous, le sujet, c'est de continuer à le faire jusqu'au moins en 2020. Pourquoi ? Parce que Nantes, c'est un territoire de solutions.
C'est un endroit où il y a des hommes et des femmes qui retroussent leurs manches pour inventer des réponses sur 2 enjeux, et je m'arrête là. Des réponses sur les enjeux d'urgence. Parce que tous ceux qui sont sur le terrain mesurent bien le niveau d'urgence économique et sociale, mesurent bien l'importance, par exemple, des enjeux de pouvoir d'achat, mesurent bien l'importance d'un certain nombre de questions au quotidien, et que même si oui, Nantes a mieux résisté que d'autres villes à la crise, un certain nombre de familles à Nantes ne sont pas épargnées par les difficultés du quotidien. Donc ça, c'est les premières solutions que nous devons inventer ensemble. Puis les deuxièmes, c'est les solutions d'avenir. Moi, je fais partie des élus qui pensent que l'avenir ne s'invente pas qu'à Paris. Alors j'espère qu'il n'y a pas de Parisiens dans la salle. A priori, ce soir, on est plutôt entre Nantais. Pourquoi je dis ça? Pas pour faire du chauvinisme de base, j'allais dire, même si vous m'excuserez de revendiquer évidemment mon attachement à notre ville. Mais parce que je crois que c'est une question de fond pour notre pays. Je pense que l'époque où tout partait d'en haut, où tout parlait de Paris, dans une vision un peu jacobine de la France, je crois que cette époque, elle est derrière nous. Et que dans nos territoires, parce que notamment on a cette capacité à agir ensemble, on est des leviers pour inventer des nouvelles solutions. C'est particulièrement vrai sur les enjeux de demain. Je pense à la transition écologique, je pense à la transition numérique. Sur ces questions, on pourra y devenir dans le débat, je pense qu'on a vraiment collectivement la capacité d'être force de proposition pour avancer, surtout pour être concret. On va continuer notre promenade dans vos idées et dans les idées qui sont sorties de ces échanges durant une semaine, en abordant donc une première grappe de thématiques autour du sujet des alertes que j'ai évoqué tout à l'heure. Le sens de l'alerte, c'est de sentir que dans les remontées, dans les remarques qui étaient faites, c'était ce sujet de la tension qui venait caractériser évidemment la thématique de l'emploi. On parlait d'urgence économique et sociale, on va y revenir très vite. La question des incivilités et aussi celle des déplacements. Alors, concernant la thématique de l'emploi, vous le voyez s'afficher, on a essayé de classer un peu les expressions. On voit évidemment beaucoup de choses autour de la création d'emplois, de l'entrepreneuriat aussi. On a remarqué que c'était beaucoup vu à travers l'initiative aussi parfois individuelle. Le commerce de centre-ville a aussi été évoqué autour de cette question de l'emploi, ainsi bien entendu que les sujets du pouvoir d'achat. Vous voyez quelques verbatims, comme disait Sandra, dans des expressions prises sans les modifier des uns et des autres durant cette semaine. Quels outils, quelle place de l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer un kiosque Entreprendre à Nantes? Autant de sujets qui amènent la question du développement économique, la question des outils concrets, et puis aussi la question évidemment des mesures globales. Alors, on a déjà eu des échanges dans la semaine, Johanna Roland, sur ce sujet, mais qu'est-ce que toutes ces remarques vous inspirent? Bon, d'abord, je le dis d'emblée, si nous voulions échanger dans le fond de chacune des questions qui est répertoriée, nous en avons pour ce soir, et avec tous les autres sujets, nous en avons jusqu'à demain matin et la semaine prochaine. Je le dis parce que ce que vous nous avez dit, évidemment, ce soir, on va s'attacher à y répondre, à pouvoir vous dire comment nous l'avons reçu, comment nous comptons en prendre compte aussi pour continuer à avancer, mais surtout, ça va continuer à nous guider dans les semaines, les mois et les années à venir. C'est la raison pour laquelle Sandra Rato a expliqué que tout ce qui avait été évoqué pendant cette semaine a été noté, a été formalisé, parce que cette parole, pour nous, elle compte et elle est évidemment importante. Alors, en quelques mots, pour commencer sur ce sujet de l'emploi, et d'abord, moi, je n'ai pas été très surprise, je l'avoue, que ce sujet ressorte très fortement. Chacun le mesure, l'emploi, c'est la première préoccupation des habitantes et des habitants. Et donc, c'est la priorité de la municipalité. Et en même temps, je le dis d'emblée, si nous avons évidemment tenu nos engagements pour cette année dans le domaine, je pense notamment à la création de 400 emplois d'avenir, chacun mesure bien que la majeure partie des emplois, c'est dans le secteur privé qu'ils se créent, dans les entreprises. Et donc, notre responsabilité, ma responsabilité, c'est de pouvoir créer ou contribuer à créer les conditions favorables à l'implantation et au maintien des entreprises, et surtout à la diversité des entreprises. Oui, à Nantes, on a besoin de grands groupes, de grands comptes, mais à Nantes, on a besoin aussi, et tout particulièrement, de nos PME et de nos TPE locales. Et je sais que dans la période, elles rencontrent un certain nombre de difficultés. Et on a besoin de l'économie sociale et solidaire, mais on a besoin aussi de l'économie dite créative. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'une des forces de Nantes, du point de vue du tissu économique et donc du point de vue de l'emploi, parce qu'évidemment les deux sont liés, c'est la diversité de son tissu économique. Donc notre cap, c'est à la fois de pouvoir tirer des filières d'excellence, mais de maintenir cette diversité parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre d'avancer.
Alors on a d'abord ce rôle de continuer à porter des grands projets, on aura l'occasion d'y revenir, parce que quand on construit une nouvelle gare, quand on accompagne le transfert du CHU, quand on construit le musée des Beaux-Arts, derrière, c'est des centaines d'entreprises locales qui travaillent, et donc des milliers d'emplois de tout niveau de qualification qui sont en jeu. Donc continuer à jouer ce rôle de locomotive, travailler avec la diversité du tissu économique, et puis sans doute mieux apprendre à travailler public et privé. Je lisais qu'une personne avait dit dans les échanges « Que fait la ville pour les entrepreneurs ?» Je pourrais détailler ce que nous faisons et ce que nous allons faire. Je pense au guichet unique, notamment pour les PME et TPE. Mais pour nous, le sujet, ce n'est pas simplement qu'est-ce que nous faisons pour les entrepreneurs, mais bien ce que nous faisons avec les entrepreneurs. Et quand la semaine dernière, j'installe pour la première fois à l'échelle de la métropole le Conseil des acteurs économiques, avec à la fois la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre d'agriculture, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, mais aussi avec des réseaux d'entrepreneurs, le Centre des jeunes dirigeants, la Jeune Chambre économique, et puis avec nos pôles de compétitivité, c'est bien parce qu'on a deux convictions. La première, qu'on trouvera des réponses avec les acteurs économiques. La deuxième, c'est que je peux vous garantir une chose, pour revenir à notre sujet du début, l'originalité nantaise, c'est que ce conseil, s'il avait été inventé à Lyon, à Bordeaux ou à Lille, il n'aurait pas eu la même tête. Parce que nous sommes partis des réalités de notre métropole, des réalités des entrepreneurs qui innovent, qui inventent et qui, il faut aussi le reconnaître, y prennent des risques pour une raison, c'est que notre priorité, ça reste d'abord et avant tout la question de l'emploi. Alors, le deuxième sujet que les Nantais et Nantaises ont voulu signifier au niveau des alertes, c'est la question des incivilités. Donc, à la fois une expression qui vise en fait de décrire les tensions que les gens peuvent vivre ou rencontrer sur l'espace public. On a vu un verbatim là-dessus. Les transports, beaucoup des questions autour des usages de la nuit, avec voilà, ceux qui veulent dormir et ceux qui veulent faire la fête. Et puis aussi des choses autour des comportements, peut-être des négligences, des incivilités, voire des agressivités. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? D'abord, je crois que sur ce sujet, c'est essentiel de rappeler quel est le rôle de chacun. Et je dis ça sous l'œil de Gilles Nicolas, mon adjoint à la sécurité et la tranquillité publique, qui a raison, explique et réexplique souvent que sur ce sujet, il y a d'abord une compétence de l'État et donc localement du préfet. Pourquoi c'est important de le rappeler ? Non pas pour se défausser de nos responsabilités, je vais vous dire ensuite ce que nous faisons, ce que nous avons mis en place et ce que nous allons faire. Tout simplement parce que quand vous avez une question, si vous ne tapez pas à la bonne porte, excusez-moi cette expression un peu familière, eh bien vous n'avez pas de réponse. Donc oui, il faut d'abord redire que la sécurité est une compétence de l'État et que nous travaillons avec les services de la préfecture pour se mobiliser, pour avancer sur ce sujet. Et je peux vous garantir que nos services sont loin d'être inactifs sur cette question. Je vais juste donner un exemple. C'est revenu ici et je l'ai entendu personnellement dans la réunion d'appartement que j'ai faite. La question des tags, où parfois on nous dit « mais qu'est-ce que vous faites pour les tags ? Est-ce que vous agissez ?» Parce que la propreté de la ville, c'est aussi la qualité de la ville. Bien, si je devais vous donner qu'un seul chiffre, c'est simplement vous dire que sur le mois d'avril, c'est 1600 tags qui ont été effacés sur la ville de Nantes. Derrière, c'est du travail. Derrière, c'est des équipes. Et puis ensuite, on ne se contente pas de les effacer. Dans un certain nombre d'équipements publics, je pense aux écoles, avant d'effacer, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je le dis, je l'assume en clarté, on photographie les tags, on envoie ces éléments aux services de police qui, eux, sont ensuite chargés des investigations nécessaires pour avancer. Donc, je crois que sur cette question, on a besoin aussi de réponses concrètes. C'est vraiment ce à quoi s'emploient les équipes. Sur le fond, moi, je considère que la sécurité, c'est un droit pour chacun. Et comme je me bats pour plus d'égalité, je pense que la question de l'égalité, elle vaut pour l'éducation, elle vaut pour le logement, elle vaut pour les transports, mais elle vaut aussi pour la sécurité. Et que chacun le mesure, il n'y a pas une réponse unique sur ce sujet difficile. Notre logique, ce que nous portons avec mon équipe, c'est de dire qu'on doit concilier d'abord l'éducation, parce que tout commence toujours par l'éducation. La sensibilisation, la prévention, et quand c'est nécessaire, la sanction, la fermeté. Alors nous avons particulièrement travaillé cette année avec les équipes pour ouvrir
d'ici décembre. La Maison de la Tranquillité Publique, elle ouvrira ses portes sur l'ancien site de la manufacture des tabacs. On a un petit peu évolué, c'est vrai. Notre engagement dans le projet pour lequel vous nous avez fait confiance, c'était un office de la tranquillité publique. Et puis quand on a travaillé, quand on a été regarder aussi ce que d'autres villes ont fait, parce qu'à Nantes on est déterminé, on est plein d'envie, mais on ne pense pas non plus qu'on est les meilleurs sur tout. Donc on va regarder ce que font d'autres villes françaises, d'autres villes européennes, pour essayer de s'inspirer de bonnes idées. On s'est rendu compte qu'on avait un enjeu à plutôt parler de maison. Pourquoi ? Parce que dans cet office de la tranquillité publique, vous aurez à la fois la présence du service public qui vous accompagnera. Concrètement, ça veut dire j'ai un conflit de voisinage, parce que ça concerne, il faut le dire, plutôt les questions d'incivilité. Je ne sais pas qui appeler, je n'ai pas de réponse. Et bien là, vous aurez un numéro, un appel et la garantie d'un suivi personnalisé. Mais on ne va pas se contenter de mobiliser le service public, on va aussi demander à des acteurs associatifs. Je pense par exemple à celles et ceux qui interviennent sur le champ de la prévention ou de l'aide aux victimes, s'ils le souhaitent, pour certains, de venir intégrer ce projet de maison de tranquillité publique, tout simplement pour unir nos forces sur cette question difficile, mais sur cette question importante sur laquelle nous n'avons pas du tout l'intention de transiger. On reste dans les registres alertes avec un troisième thème qui a fait l'objet de remarques variées, qui est le thème des déplacements. Il a été évoqué sous différents angles, et les questions de difficultés de circulation, celle du stationnement, le coût des transports en commun aussi, la place du vélo, qui est un sujet qui nous occupera bientôt avec Vélocity, et puis le handicap. Quelques verbatims pour nous y retrouver. Est-ce qu'il faut interdire le centre-ville à la voiture, les problèmes de circulation, le prix du stationnement, et puis la cohabitation des modes de transport. Une remarque, les contributions étaient très variées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul sujet qui a focalisé les remarques, mais tous les sujets déplacements ont été abordés de manière à peu près approximativement, quantitativement en tout cas, identique. Donc ça veut dire qu'on a bien une globalité de ces questions-là à laquelle on vous invite à vous exprimer. Je crois d'abord que les contributions, elles montrent bien la diversité de nos attentes et parfois même nos propres contradictions. Tous on est, souvent on est, selon qu'il s'agisse d'un déplacement professionnel ou personnel, selon la saison, utilisateur de notre voiture quand c'est nécessaire, des transports publics, qui à Nantes, il faut quand même le dire, sont particulièrement développés, et de plus en plus souvent du vélo ou des piétons. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on voit que parfois dans les discussions, on a tendance à opposer un mode de transport à un autre. On le lit d'ailleurs. Hein. Ce matin, j'étais effectivement à présenter Vélocity à Paris, et certains passionnés du vélo me disaient vous devriez en faire encore plus pour le vélo. Et puis là, je lis sur les contributions attention à la tyrannie du vélo. Pourquoi je prends ces deux phrases ? Parce que notre société et Nantes est traversée par cette diversité de points de vue et cette diversité d'attentes. Donc nous, on a fait un choix. Notre choix, c'est de ne pas opposer un mode de déplacement à un autre. Oui, on a fait des choix historiques dans cette ville. L'arrivée du tramway dans les quartiers populaires notamment a été, je le dis, un choix qui marquera durablement la ville de Nantes dans son lien social, mais aussi dans son développement durable. Et nous devons continuer. Et nous allons continuer. C'est ce que nous allons faire, notamment en avançant sur la question de la ligne 4, le busway, qui relie le nord et le sud de l'agglomération. Et en même temps, on avance sur les réseaux de transport public, on avance sur le vélo. Je rappelle que la part qu'on appelle la part modale, le nombre de Nantais qui utilisent le vélo comme mode de déplacement quasiment tous les jours, a doublé entre 2009 et 2014. Donc notre ville, elle bouge aussi. Il y a des sujets qui montent. Est-ce que ça pose des questions ? Oui. Est-ce que c'est simple tous les jours ? Non. On en a eu quelques illustrations, y compris récentes. Mais en tout cas, on ne doit pas opposer un mode de transport. Si je devais donner qu'un chiffre, je citerais le volontarisme dont nous avons décidé de faire preuve sur la question des parkings relais. Les parkings relais à l'échelle de l'agglomération, dans le mandat, ce sera 3000 places. Dès cette première année, plus les 6 mois à venir, c'est 700 places qui seront réalisées. Pourquoi ? Parce que notre ville, quand on parle de déplacement, on ne parle pas que des déplacements à l'intérieur des quartiers de Nantes. Vous le voyez bien, on parle de comment, quand on habite en première ou en deuxième couronne, on veut aussi pouvoir venir à Nantes. Et donc, si on veut développer ces modes de transport, il faut qu'on puisse, par exemple, venir avec sa voiture, s'y garer et ensuite prendre les transports en commun. C'est ça
L'intermodalité, c'est ça, ne pas opposer un mode de déplacement à un autre. Et puis, c'est aussi notre réalité. Dans une des réunions d'appartement, je lisais dans le compte-rendu que quelqu'un avait demandé à un élu « Est-ce que vous vous occupez des bouchons ?» Parce que c'est bien gentil, toutes vos histoires de dialogue citoyen, de grands projets, de Nantec, mais les bouchons, vous en faites quelque chose? Parce que moi, dans ma vie, la seule chose que j'attends de la mairie, c'est que vous vous occupiez des bouchons. Je lisais avec attention ce compte-rendu, parce que en même temps, c'est une réalité. Qui n'a jamais pris sa voiture et, j'allais dire, pesté en perdant un peu de temps? Et là aussi, il faut mettre les chiffres sur la table. C'est quoi la réalité de la métropole nantaise aujourd'hui? C'est qu'en 10 ans, on a gagné 30 000 habitants. Et donc, on a gagné 20 000 voitures. C'est le principe de réalité d'une grande métropole française, comme le rencontrent toutes les grandes métropoles françaises. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution? Non, il y a des solutions. Cette solution, c'est à la fois la stratégie globale de déplacement que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi un certain pragmatisme. Avec les maires de l'agglomération, j'ai décidé que nous allions faire la liste des 20 points noirs de circulation. Est-ce qu'on va tout faire dans la première année? Non. D'abord parce qu'il y a des questions financières aussi derrière, mais je peux vous dire qu'un des premiers endroits qu'on va traiter, par exemple, et ceux qui connaissent bien ce quartier verront à quoi je fais référence, c'est autour du pont du Sens, où là, il y a des ralentissements très fréquents, très habituels. Donc nous avons décidé que là, nous allions particulièrement investir. Donc cet enjeu des déplacements, c'est un enjeu essentiel. Et puis là aussi, c'est la manière dont on le travaille. Demain, j'installerai avec Jacques Garot et avec Thomas Quérault le conseil des usagers de l'espace public. Ce sera quoi? Tout simplement le fait de mettre autour de la table des représentants des cyclistes, des piétons, des automobilistes, des motards, de toutes celles et ceux qui partagent la route et qui donc partagent l'espace public, parce que je crois que nous devons aussi poser ces questions, y compris les questions d'éducation au partage de l'espace public. Très bien. Donc, merci pour ces premières réponses. On va découvrir maintenant, comme l'a présenté Mathieu Barra tout à l'heure, un deuxième univers de famille, de questions, voilà, qu'on a plutôt appelé les interrogations. Alors là, la façon dont vous avez écrit à la fois vos questionnements et vos interrogations, c'était plutôt pour demander des précisions. C'est des sujets qui vous paraissaient un peu flous, où vous ne saviez pas comment trop voir l'avenir autour de ces trois grands thèmes. Donc, l'attractivité de Nantes demain, avec des questionnements que on va creuser un petit peu. Sur les grands projets territoires, qui sont quand même plutôt très connus, mais avec des questions très concrètes, où, quand, comment ça va se passer. Et un sujet qui est revenu en force, alors c'est vrai que la question des médias, les gens qui lisent la presse et la radio, la question des dépenses publiques pour les collectivités, et donc apparemment c'est un vrai sujet pour la population. Donc sur le premier thème, l'attractivité, des interrogations de plusieurs choses. D'abord, la place de Nantes à différentes échelles, régionale, nationale, européenne, internationale. Et du coup, la question de savoir comment on fait pour sortir du lot, continuer à rayonner, donc quelque chose, une espèce de conscience qu'il y a une vraie compétition entre les territoires. Et quelles sont les chances de Nantes, quelque part, dans cette compétition, si je fais au plus vite et je rassemble un peu ces questions. Et puis le deuxième champ de questions, c'est sur l'attractivité, c'est à qui bénéficie finalement l'attractivité? Des interrogations sur notamment les populations les plus fragiles et le bénéfice de cette attractivité. Voilà en gros résumé les interrogations. D'abord, je crois qu'il faut se mettre d'accord sur ce qu'on met derrière le mot attractivité. Parce que moi, j'ai entendu des Nantais et des Nantais me dire l'attractivité, ça fait un peu peur. Parce que, est-ce que c'est pour nous? Ce que vous évoquiez, Sandra, à l'instant. L'attractivité, c'est quoi? C'est avoir une ville en dynamique. Moi, je vous le dis comme je le ressens. Quand une ville arrête d'être en mouvement, quand une ville arrête d'avancer, quand une ville arrête d'innover, ce n'est pas le statu quo, c'est la régression. Et donc, nous avons besoin, nous avons cette responsabilité de maintenir cette dynamique de mouvement. Alors, comment faire? D'abord, les grands projets. J'en ai évoqué quelques-uns tout à l'heure. La gare, le CHU. Et ça renvoie à la question de l'échelle de territoire. Quand on fait une nouvelle gare, quand on accompagne le transfert du CHU, est-ce qu'on le fait simplement pour Nantes? Bien sûr que non. On le fait pour toute la région. Regardez qui fréquente le CHU. Regardez qui vient à la gare de Nantes. Notre ville, notre métropole a cette responsabilité d'être en quelque sorte une locomotive pour la région, une capitale, une locomotive du Grand Ouest. Et donc c'est bien à cette échelle-là que nous agissons.
Nous le faisons particulièrement entre Nantes et Saint-Nazaire. C'est un des sujets sur lesquels je travaille avec David Samzin, le nouveau maire de Saint-Nazaire et président de la Carène, parce que nous pensons, par exemple, que sur ce sujet si important de l'emploi, on a besoin de continuer à coopérer, y compris à trouver des nouvelles coopérations. Mais on le fait aussi à l'échelle du Grand Ouest. Nantes, Rennes, Brest, Angers, Saint-Nazaire, avec des projets concrets. La coopération des CHU, un projet d'université en commun. Et si on le fait, c'est pour deux raisons. D'abord parce qu'on pense que, vu de Bruxelles, tout ça, c'est un peu la même chose. C'est l'ouest de la France et qu'on a besoin d'unir nos forces. Mais on le fait aussi parce qu'on a confiance en nous-mêmes. On le fait aussi parce qu'on a confiance dans la capacité de notre ville. Quand on regarde à la fois le potentiel de grands projets que nous avons devant nous, quand on regarde la qualité de développement et les opportunités de la ville, 200 hectares par exemple en plein cœur de l'agglomération. Nous sommes sans doute la seule grande agglomération en France à avoir ce potentiel pour demain. Mais c'est aussi une forte responsabilité. Et puis ensuite, je voudrais dire simplement un dernier mot sur la dernière question qui me tient particulièrement à cœur. Quelqu'un a dit comment développer l'attractivité sans laisser les plus fragiles au bord du chemin. Avec mon équipe, nous allons plus loin. C'est pas comment on développe l'attractivité en faisant attention à ne pas oublier ceux qui seraient au bord du chemin. C'est que développer l'attractivité, ça n'a de sens, ça ne veut dire quelque chose, ça n'a de l'intérêt, ce n'est en adéquation avec nos valeurs, avec nos convictions, que parce que justement, ça nous permet de ne pas laisser au bord du chemin les plus fragiles, les plus précaires, les plus isolés. Parce que de cette dynamique dépend la question de l'emploi, de cette capacité à être en mouvement dépend notre capacité à proposer des politiques publiques de cohésion sociale, de santé, d'éducation, de lecture, bref, tout ce qui fait la solidarité. On a vu au début de notre échange que c'était une valeur importante à Nantes. Et que c'est aussi un enjeu d'attractivité d'avoir ces qualités de service. Ouais. Alors, les enjeux d'attractivité résonnent aussi avec les grands projets, qui ne sont pas que des sujets d'attractivité. En tout cas, ils suscitent des demandes de précision, des interrogations, des volontés d'en savoir plus. C'est le cas autour du futur CHU, quelques interrogations sur son accessibilité, des questions sur la reconversion du site actuel et quelques autres que je ne mentionne pas ici. La question du transfert de l'aéroport à travers le survol de Nantes, à travers l'opposition de principe à cet équipement, la question de l'accessibilité de Nantes en TGV et aussi le sujet urbain de la gare de Nantes, puisque vous le savez, en projet une nouvelle gare de Nantes sera lancée sur ce mandat. Autre sujet évidemment qui mobilise un certain nombre de contributions autour des projets urbains. Il y en a quelques-uns qui sont mentionnés ici. Mélinet, Doulon-Gohard, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis enfin, autour du débat sur la Loire, la question des aménagements des quais de la Loire, et puis aussi, naturellement, celle des franchissements. Bref, peut-être là encore de quoi passer quelques heures de discussion. En tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que les grands projets ils venaient spontanément dans les expressions sur les différents rendez-vous, et qu'ils étaient quelque part aussi un peu facteurs de cette identité nantaise, et aussi d'une certaine forme de fierté. En tout cas, ils nous invitent à la réflexion ce soir. Je l'ai évoqué un petit peu juste avant, ces grands projets, ils nous permettent de jouer notre rôle de locomotive, de jouer ce rôle d'impulsion, de dynamique, pour notre ville, pour notre métropole, mais au-delà de nos frontières. Mais je crois que ces grands projets, ils nous permettent aussi, et c'est pour ça qu'ils sont essentiels, de nous projeter collectivement vers l'avenir. À la fois, on a besoin de répondre aux questions d'urgence du quotidien, le tout de suite maintenant, la place en crèche, le logement, l'inscription à l'école des enfants, la quotidienneté, la sécurité, et en même temps, une ville, justement, pour continuer à être en cohérence, pour continuer à faire du commun, elle a besoin de pouvoir regarder ensemble vers demain. Et ça, c'est la responsabilité d'un maire, d'une équipe municipale, d'avoir un cap et de le proposer. Et dans notre cap, il y a effectivement ces projets. Moi, je voudrais vous dire que ces projets, ils n'ont de sens que parce qu'ils sont reliés les uns aux autres. Et je vais prendre un exemple. Quand je parle de l'accessibilité de Nantes dans le Grand Ouest, pour moi, demain, la réponse, c'est la gare, le grand port maritime, une stratégie offensive sur le fait de passer le cap de métropole européenne. Et on a avancé cette année avec notamment la présidence d'Eurocities, avoir fait le choix de doubler le budget de l'enseignement supérieur et la recherche, et cette ouverture à l'international qu'on construit, y compris avec les acteurs économiques. Et évidemment, en ce qui me concerne,
le transfert de l'aéroport, mais vous savez que ce sujet ne fait pas consensus dans notre équipe municipale. Je le dis en clarté, en transparence, vous aurez noté que ça ne nous empêche pas de travailler ensemble sur tous les autres sujets. La gare, le grand port maritime, l'Europe, l'international, l'enseignement supérieur et la recherche, parce que ces grands projets, ils ont du sens, parce que c'est en quelque sorte chacun des morceaux d'un puzzle. C'est les morceaux d'une vision, d'un projet de territoire qui doit nous aider à nous dire c'est quoi le Nantes que nous voulons dans 10 ans. Puis la deuxième chose que je voudrais dire sur ces grands projets, c'est que moi je n'oppose pas les grands projets et les petits projets, jamais. C'est, j'allais dire, un principe. D'abord parce qu'il y a des projets, des petits projets, des projets du quotidien qui changent tout autant la vie que les grands projets. Et donc, sur tous ces sujets, nous essayons de concilier la force des grands projets qui vont marquer l'avenir de la ville et une forme de douceur de vivre qui est tous les jours à réinventer. Si je prends un exemple concret, je prendrai celui de la santé. Et pas au hasard. Tout simplement parce que je pense que la santé, c'est ce que chacun a de plus précieux, sans doute de plus intime. Et il faut le dire clairement, à la base, une ville, elle n'a pas de compétences en matière de santé. Ce n'est pas dans la loi. La loi nous oblige de délivrer un certain nombre de prestations d'état civil. La loi ne nous a jamais obligés, par exemple, à faire le choix d'être une des 12 villes en France à avoir gardé un service de santé scolaire. On le fait par conviction. On le fait parce que quand dans cette ville, tous les enfants de grande section sont vus en bilan de santé scolaire, eh bien on se dit que c'est important pour la prévention, que c'est important pour ces enfants et que donc c'est important pour les familles. Ce que je veux dire au travers de ça, c'est que quand on travaille par exemple sur la question de la santé, oui, on accompagne ce projet du ministère de la Santé qui est le projet du déplacement du CHU, mais en même temps on fait ces bilans de santé en grande section et en même temps on construira, et je regarde Pascal Bolo, puisqu'il s'agit des maisons de la santé et que sans doute la première qui verra le jour, ce sera sur le quartier de Nantes-Nord. Très bien. Donc, troisième thème d'interrogation, la question des dépenses publiques, hein, qui est sortie assez fort dans les questionnements, avec peut-être deux approches. Quelque part, voilà, les dotations d'État baissent, donc ça, le message apparemment est connu des Nantais et des Nantaises. Alors, premier sujet, c'est comment on fait des économies et comment le service public fait des économies. Et la deuxième sujet un peu d'interrogation, c'est quelles conséquences, évidemment, en matière de deux choses, d'investissement et de subventions aux associations. D'abord, moi, je voudrais donner des chiffres pour que tout le monde soit au même niveau d'information sur ce sujet. Parce que je crois que sur cette question, il faut tenir un langage de vérité aux Nantaises et aux Nantais. La baisse des dotations de l'État entre l'élection municipale et 2017, parce que c'est la date pour laquelle nous avons des chiffres, pour la ville, c'est 25 millions. Pour la métropole, c'est 50 millions. Je préfère vous le dire en franchise. Je me sens en plus assez à l'aise pour le faire, puisque j'ai eu l'occasion de dire, y compris publiquement, y compris à l'échelle nationale, que je pensais que ça allait trop vite et que ça allait trop loin. Parce que dans un pays où 70% de l'investissement public passe par les collectivités locales, je crois que la capacité d'entraînement de nos collectivités, pas simplement les métropoles, les départements, les villes, les régions, elle est indispensable. Il n'en demeure pas moins que c'est le principe de réalité dans lequel nous agissons, dans lequel nous évoluons. Donc évidemment, nous le prenons en considération. Évidemment, c'est sur cette base-là que nous avons travaillé avec toute l'équipe cette première année et que surtout nous allons continuer à le faire jusqu'en 2020. D'abord, je voudrais rendre à nos prédécesseurs le salut qu'ils méritent, parce que si nous sommes aujourd'hui en situation d'aborder cette question avec confiance, avec sérénité, c'est parce que la gestion antérieure de la ville a été saine. Je le dis parce que vous allez voir dans les mois à venir, dans un certain nombre de métropoles, des situations extrêmement difficiles. Je ne dis pas qu'à Nantes, nous n'aurons pas des efforts à faire. Nous aurons des efforts à faire. Ils devront être collectifs, ils devront être justes, ils devront être partagés. Mais nous ne sommes pas dans une situation critique parce que cette gestion antérieure a été particulièrement saine. Donc nous allons maintenir le cap, nous allons faire des choix, les assumer, ils sont la résultante de nos priorités. J'en cite une, l'éducation est et restera un des budgets prioritaires de la ville, parce que nous pensons que c'est là que tout démarre, je pourrais en citer d'autres. Et en même temps, nous allons faire plus que jamais attention à ce que chaque euro dépensé soit un euro utile. J'ai, au mois de janvier, annoncé, par exemple, à la fois une baisse de 10% du budget de la communication. Alors en plus, je dis ça devant le directeur de la communication. Je le dis parce qu'il ne suffit pas de le décider politiquement. Ensuite, c'est des efforts. Ensuite, pour les équipes, c'est aussi d'autres manières de faire,
d'autres manières de travailler. Et puis, j'ai aussi demandé à ce que le moment des vœux, qui est un moment important de rencontre avec les Nantaises et les Nantais, puisse être maintenu, mais qu'on puisse diviser par 2 le budget. Est-ce que ça va suffire? Je ne crois pas. Je préfère vous le dire là aussi franchement. Mais en tout cas, nous allons maintenir notre cap, maintenir notre priorité. Et puis, je voudrais dire un mot sur la question des associations qui a été posée spécifiquement. Je ne voulais pas faire de parenthèse politique, je vais en faire une minuscule. Je vous invite, parce que chacun est amené à se faire son opinion lui-même, à lire dans Valeurs actuelles, j'avoue que ce n'est pas ma lecture favorite, les propos d'une élue qui est membre du conseil municipal et qui n'appartient pas à la majorité. Quand je lis ce que j'ai lu sur le soutien à la vie associative, une nouvelle fois, et aussi sur les 25% de logements sociaux, ce que je trouve particulièrement inquiétant dans ce que ça dit du vivre ensemble et de la cohésion, eh bien, je redis ce soir qu'à Nantes, nous sommes heureux et fiers d'accompagner les bénévoles des associations nantaises. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui sont sur le terrain savent à quel point ils font un travail utile. Parce que dans les 11 quartiers de la ville, dans le centre-ville, dans les quartiers populaires où il y a des trésors d'inventivité et de talent, ils agissent et que particulièrement dans la période de crise économique et sociale que j'évoquais tout à l'heure, ils jouent un rôle de relais, d'alerte, de lien social qui ne peut pas être oublié. Alors, est-ce qu'il n'y aura aucun effort, jamais, de demander aux associations? Là aussi, je le dis, non, ce ne serait pas vrai. Dès cette année, nous avons demandé à un certain nombre de grosses associations, qui, pour être précises, avaient ce qu'on appelle des fonds de roulement de plus de 30 000, 40 000, 50 000 euros, eh bien, effectivement, de contribuer un peu à cet effort collectif qui est demandé. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que le pacte que nous avons en quelque sorte avec le tissu associatif nantais, il ne se résume pas à des questions d'argent. C'est la vision de la ville qu'on porte, c'est les sujets sur lesquels on veut avancer, et de toutes les générations. Et je prendrai 2 exemples. Quand je vois comment aujourd'hui nous avons des retraités qui, dans cette ville, utilisent leur temps devenu disponible pour transmettre leur expérience de vie, ce qu'ils savent faire, et la mettre au bénéfice du collectif. Et quand je vois des jeunes, alors qu'on entend toujours dire en France que les jeunes ne s'engagent plus, ce n'est pas vrai. Ils s'engagent sous des formes différentes. Monter des projets et des projets innovants, je me dis que c'est plutôt rassurant sur la capacité de Nantes à continuer à faire des choses ensemble. On va, sans transition particulière, aborder une autre grande approche, celle des attentes, des sujets, comme on l'a indiqué dans le slide, qui suscitent de l'envie et de l'attente. C'est le cas d'un sujet qui vous tient à cœur, Madame le maire, le dialogue citoyen, mais on va d'abord aborder un autre sujet qui vous tient à cœur, qui est la culture. Avec des questions autour du projet culturel, autour des grands projets, des petits lieux culturels, des associations. Dans un contexte que vous venez de rappeler, qui est celui aussi de la baisse des dotations de l'État, on le voit dans les verbatims, la question du soutien à la culture qui se pose sous différentes formes, différentes expressions. Quels sont les futurs investissements? Comment soutenir la culture? La question aussi de l'équilibre entre les projets, le fameux équilibre entre les grands projets et les projets culturels de proximité, cette notion d'équilibre. Et puis enfin des sujets précis qui sont sortis, j'en mentionne 3, évidemment, il y en a d'autres, les cafés culture, la question du jeune public, et puis les associations culturelles qui, comme l'indique le verbatim, ne sont pas forcément rentables, donc ce n'est pas forcément d'ailleurs l'objet. Voilà quelques invitations à la réflexion que vous proposez les Nantais. Sans transition, pas tout à fait, si vous permettez, Mathieu. Parce que quand on parle du soutien aux acteurs associatifs, eh bien, je crois que le soutien aux acteurs culturels dans leur diversité, et j'insiste sur le dans leur diversité dans cette ville, je crois que ça fait clairement partie du sujet, mais pas seulement. Pas seulement d'abord parce que je voudrais redire, comme je l'ai dit pour l'éducation, que je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que parce que la période est plus difficile, on doit arrêter d'investir sur l'éducation et la culture. Je crois justement que parce que la période est difficile, on doit continuer de faire ces choix, parce que c'est des choix qui disent des choses de nos convictions, de nos priorités, que c'est des sujets, des moments qui sont importants pour les Nantaises et les Nantais. Alors je souriais en lisant « Après Royal de Luxe et l'éléphant, quelle action pour le rayonnement de Nantes ?» D'abord, je le dis quand même, Royal de Luxe, l'éléphant et le voyage à Nantes, tant qu'on y est, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé et ça n'empêche pas de demander des points d'inflexion, des points d'évolution. Je vais en citer quelques-uns. Quand je
demande à Royal Deluxe, pour la première fois, de venir dans un quartier populaire, en l'occurrence Audervallières, et que j'observe les résultats concrets, l'effervescence, les yeux des gamins d'Audervallières qui brillent, mais aussi ce monsieur que j'ai en tête qui me dit « Je suis venu pique-niquer avec ma femme, je viens de Saint-Brévin ». On n'aurait jamais mis les pieds au Audervallières. D'ailleurs, elle ne voulait pas venir, elle avait peur. On n'aurait jamais imaginé que le parc de la Chésine était aussi joli. Ça a du sens. Et là, ça vaut le coup d'infléchir un grand projet comme Royal Deluxe. Quand je demande au Voyage à Nantes, dans son édition, de programmer plus d'artistes nantais sur l'espace public, parce que je crois qu'il y a des talents locaux qu'on doit davantage valoriser. Quand je propose à René Martin, dans le cadre des Folles Journées, pour la prochaine édition, de réfléchir à un concert dans l'espace public, et peut-être, pourquoi pas, il y a des choses qui s'esquissent, qui se travaillent, rien n'est encore sûr, au Jardin des Plantes. Je cite ces exemples concrets pour dire qu'il y a des grands projets qui continuent à évoluer, qui continuent à être en mouvement. En tout cas, comptez sur nous, comptez sur moi, aussi pour être exigeants sur ces inflexions, parce que ces inflexions, elles veulent dire quelque chose. Et puis en même temps, je l'ai dit, le nouveau cycle, c'est aussi le nouveau cycle en matière de culture. Et qu'il n'y a aucun hasard si la première délibération qu'on a votée au premier conseil municipal en matière de culture, et je regarde Benjamin Mauduit, puisque ça a été le GIP Café Culture. Qu'est-ce que c'est le GIP Café Culture? C'est tout simplement une aide aux petits lieux culturels, parce que nous pensons que ces projets culturels de proximité, dits de petits lieux, ils ont une importance toute particulière et qu'on doit les soutenir. Alors, nous sommes aujourd'hui dans cette période à la fois d'inflexion sur un certain nombre de grands projets, mais aussi de nouveaux projets. J'en citerai deux. Le premier, c'est la question des ateliers d'artistes. J'ai demandé à David Martineau, mon adjoint à la culture, mais aussi à Elga Sobota, la nouvelle directrice générale adjointe, qui nous vient de Rennes et qui s'occupe désormais des affaires culturelles, de travailler particulièrement à faire des propositions sur la question des ateliers d'artistes. Et puis enfin, il y a un sujet dont nous aurons l'occasion de rééchanger, j'en suis sûre, qui me tient à cœur. Je pense que Nantes a une carte particulière à jouer sur la question de l'art et de l'espace public, de la culture et de l'espace public. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont attachés aux questions culturelles savent bien que la bataille de la démocratisation, elle est toujours à faire et à refaire. Qui va à l'opéra? Qui va au théâtre? Qui va à tel ou tel spectacle? Et pourtant, nous menons une politique volontariste sur ce sujet. Je pense à tout ce qu'on fait, par exemple, dans Carte Blanche. Mais je crois qu'on peut aller au-delà et renverser le regard. Quand on ne demande plus aux citoyens de venir dans une salle, mais qu'on amène la culture sur l'espace public, là où est le citoyen, de fait, il y a un certain nombre de frontières qui tombent. Donc ce sera un des grands axes du mandat en matière culturelle. Très bien, nous allons aborder le dernier thème des attentes, qui est le dialogue citoyen. Donc, les Nantais et Nantaises ont compris qu'il se passait quelque chose, mais alors, ils ont beaucoup d'attentes. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que ça va être efficace? À quoi ça sert de consulter, de co-construire? Et puis, qui ça concerne, finalement, qui y participe? C'est quoi vraiment la transparence? Et puis, des questions sur les effets sur la décision. Notamment 2-3 exemples. Qu'est-ce que ça a donné l'ouverture des commissions d'attribution des crèches, notamment à l'opposition, les nouveaux conseils de quartier, les budgets participatifs, enfin l'ensemble questionnement du dispositif qui est en cours de mise en œuvre. Je peux en rajouter une de questions que vous n'avez pas reprises mais que j'ai entendues à plusieurs reprises. Est-ce que quand on accepte de prendre du temps, on a la garantie, en tant que citoyen, de ne pas perdre ce temps? C'est-à-dire que ce que vous dit, vous allez en faire quelque chose. Moi, je voudrais d'abord répondre à cette question-là parce qu'elle me semble déterminante. Je ne veux faire aucune démagogie. Est-ce que quand vous allez faire des demandes, des propositions, on va dire oui à tout? Non. Ce n'est pas la réalité et vous vous en doutez bien pour des questions de contraintes financières, mais aussi pour des questions de choix. Je l'ai dit, nous avons un cap. Nous savons où nous allons dans cette ville, dans cette métropole. Par contre, oui, tous les sujets peuvent être mis au débat du dialogue citoyen, les grands projets comme les petits projets. C'est la raison pour laquelle nous avons refondé les conseils de quartier. Vous allez le voir très vite puisque ça va démarrer à partir du 21 mai, Bassem, c'est ça, 21 mai. Qu'est-ce qui va changer dans les nouveaux conseils de quartier? 2 choses. D'abord, ils ne seront plus fermés. Ils seront ouverts à toutes celles et ceux qui souhaitent y participer. Et ensuite, et ça c'est une première réponse à quelle garantie de transparence on a, ce n'est plus simplement la municipalité qui décidera des sujets à mettre à l'ordre du jour, mais c'est vous.
les Nantaises et les Nantais, dans les nouveaux conseils de quartier, pourront dire « Eh bien, très bien, monsieur l'adjoint de quartier, madame l'adjointe de quartier, puisqu'à Nantes, nous avons des adjoints de quartier qui pilotent ce dispositif, vous nous proposez de mettre au débat la question des personnes âgées, la question des déplacements, la question de la densité au travers du plume, mais nous, on voudrait aussi parler de la question de la propreté, de la question des incivilités, de la question de l'attractivité. Bref, cette possibilité pour les Nantaises et les Nantais de choisir les sujets qui seront travaillés collectivement, je crois que c'est une première réponse à cet enjeu. Alors c'est vrai, je le dis, je l'assume, je crois fondamentalement à cet enjeu du dialogue citoyen. Je crois qu'en 2015, on ne construit plus la ville sans les habitants. On ne construit plus la ville sans les acteurs. Et en plus, à Nantes, nous avons la chance de pouvoir, pour cela, nous appuyer sur une pratique, nous appuyer sur une culture. Mais dans ce mandat, nous allons aller encore plus loin. C'est la refondation des conseils de quartier. C'est la mise en place du conseil de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est la mise en place du conseil des acteurs économiques. Mais c'est aussi l'instauration de budgets participatifs, 1 million par quartier. Est-ce qu'on fait tout de suite? Non. J'ai dit que les conseils de quartier allaient être installés le 21 mai. Eh bien, une fois qu'ils seront installés, ils auront à débattre sur l'utilisation de ce budget participatif, 1 million. On fonctionne par étapes. Pourquoi? Tout simplement parce que plus on est exigeant, plus on est innovant, plus on croit au dialogue citoyen, plus il faut dire que dans la 6e ville de France, le dialogue citoyen, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas la discussion café du commerce, comme on dit à Nantes. Pourquoi? Parce que notre souci, notre point de vigilance, c'est de toujours préserver l'intérêt général. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle la semaine dernière, quand un certain nombre ont travaillé en petits groupes à 8, 9, 10 sur des sujets? Eh bien, parfois, des contradictions sont apparues entre vous, entre les Nantaises et les Nantais eux-mêmes. Et donc, quand ils ont été amenés à formuler une question à l'équipe municipale, eh bien, à un moment donné, chacun a été obligé de laisser un peu de ce qui était de sa question individuelle pour accepter de proposer une question collective. C'est ça, derrière le dialogue citoyen. Et puis, je voudrais donner aussi un exemple d'une chose qui a été dite que je ne partage pas. Je me permets de le dire parce que c'est ça aussi la transparence. Quelqu'un a parlé du dialogue citoyen 24 heures sur 24. Alors, je vous le dis en franchise, non, on ne va pas faire du dialogue citoyen 24 heures sur 24. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, parce que notre modèle de société, notre modèle de développement de ville, c'est d'être conciliation des temps. C'est d'être respectueux de cette conciliation des temps. Et puis surtout, parce que autant je crois qu'il n'y a aucun sujet qui est exclu ou écarté du dialogue citoyen. On peut mettre au dialogue citoyen la sécurité, on peut mettre au dialogue citoyen la question de l'urbanisation, on doit même avancer. Si dans ce mandat, j'ai souhaité la mise en place d'un plan paysage et patrimoine par quartier confié à Cécile Beer, c'est parce que je pense que sur ces sujets, il y a aussi des questions à prendre en considération. Par contre, on ne peut pas non plus faire que parler. Donc on ne va pas faire que débattre et que écouter pendant 6 ans. On débat, on décide et on agit. Donc on ne fera pas du dialogue citoyen 24-24 parce qu'à un moment donné, votre question en 2020, et ce sera bien légitime, c'est qu'est-ce que vous avez fait concrètement? C'est de ces discussions, quels ont été les effets sur l'emploi, quels ont été les effets sur le logement, quels ont été les effets sur le transport. Donc je voulais quand même le dire au passage parce qu'à la fois, ce que vous nous avez dit, on va s'en servir, on va s'appuyer, mais en liberté aussi, avec ce que nous partageons et avec ce sur quoi, par exemple, sur cette petite remarque, nous disions « Eh bien non », parce que nous, on veut surtout des résultats du concret. Très bien. Merci. On va vous faire une petite confidence avec le slide suivant. On est tombé sur quelques inclassables. On voulait quand même vous dire aussi, puisque c'est aussi la méthode à laquelle on a été confronté, on a réussi quand même à mettre beaucoup de choses dans les différentes thématiques qu'on a abordées. On va bientôt vous donner d'ailleurs la parole pour approfondir tout cela. Néanmoins, concernant l'autoroute Nantes-Pornic, concernant le déplacement ou la suppression de la Tour Bretagne, et plus sérieusement sur la question de nouvelles démarches autour du salariat ou encore sur la place de l'animal en ville, qui est un sujet mais sur lequel on n'a pas réussi à le mettre dans un cadre particulier, ça veut certainement dire qu'on en laisse toujours un petit peu à côté ou derrière nous, et c'est aussi l'état d'esprit dans lequel on est ce soir, c'est-à-dire approfondir. Avant de vous interroger un peu sur le même mode, je voulais demander à Johanna Roland justement s'il y avait un peu des surprises sur les thématiques, celles qui sont sorties, celles qui n'ont pas été mises en avant, la tonalité aussi peut-être, mais vous l'avez mentionné il y a quelques instants à travers la qualité des questions. Et puis je vais me tourner vers la salle ensuite pour vous inviter justement à répondre aussi autour de ces mêmes questionnements.
Bon, d'abord, une petite boutade sur cette dernière diapo. Pour ceux qui avaient un doute pour savoir est-ce que tout ce qu'on a dit a bien été répertorié, vous voyez que de l'autoroute entre Nantes et Pornic jusqu'au chat ou l'enlèvement de la Tour Bretagne, oui, tout a été formalisé. Plus sérieusement, moi, je voudrais juste terminer cette première partie avant de passer à l'échange et puis ensuite aux échanges informels qui suivront autour du temps convivial pour dire que cette manière de faire, cette nouvelle manière de faire, elle bouge les lignes. Et elle bouscule tout le monde. Je le dis en franchise. Elle bouscule les élus, parce que ça implique d'accepter de se mettre en risque en venant au bout d'à peine un an, non pas partager le bilan, je redis, mais le point d'étape, et donc se confronter à un regard critique, mais qui, quand il est constructif, ne peut que nous permettre d'avancer. Ça fait bouger aussi notre administration. Et je le dis avec toute la confiance que j'ai dans sa capacité d'innovation et mouvement. Mais oui, dans une grande collectivité, dans une grande maison où il y a 8000 agents, dire « nous allons construire avec les habitants », eh bien, il faut le dire, ça change aussi parfois les cultures professionnelles. Mais ça change aussi pour les habitants, ça change pour le citoyen, parce que ça veut dire que chacun accepte de ne pas simplement dire « voilà, je viens avec une question » en disant à la mairie « je veux ça », est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non ? Mais je viens dans une posture d'acteur en disant voilà notre contribution, voilà notre question, voilà comment on propose d'avancer et on est prêt à le faire collectivement. Et moi, ce que je voudrais simplement partager avec vous sur ce point précis au bout d'un an, c'est que quand je vois la manière dont vous avez répondu, dont les Nantaises et les Nantais ont répondu dans le grand débat citoyen sur la Loire, je le rappelle, 10 000 contributions sur les réseaux sociaux, des dizaines et des dizaines de cahiers d'acteurs, un événement citoyen qui réunira 500 personnes au mois de mai. Quand je vois qu'aux réunions que Bassem Assey a fait au mois de janvier pour présenter la nouvelle formule des conseils de quartier, dans tous les quartiers, les Nantaises et les Nantais ont répondu présent, j'ai plutôt confiance sur le fait que les valeurs dont on parlait au tout début à Nantes, le sens du collectif, sans doute, il nous permet d'être peut-être un peu plus audacieux que la moyenne des villes sur ce sujet. Bien, eh bien, soyons aussi audacieux et soyez audacieux dans vos questions. Un peu dans le même mode que ce qu'on vient de faire en fait. Hein, c'est qu'est-ce que tout cela vous inspire? Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce qu'il y a des décalages entre ce qui a été dit majoritairement? Est-ce que vous pouvez analyser individuellement? Voilà, vous qui êtes là ce soir, en tout cas, la parole est à vous dans une interaction avec Johanna Roland et son équipe. On va faire en sorte de faire circuler la parole et donc les micros qui vont avec. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, je me dirige vers vous. Bonsoir. Bonsoir mes chers voisins. Je suis assez content d'avoir été classé dans les inclassables, du coup. Je vous rassure, je ne vais pas du tout enlever la Tour de Bretagne. C'était quelle remarque, si c'est pas indiscret? C'était sur créer un autre modèle économique grâce à une caisse des salaires. Donc effectivement, on entend beaucoup parler de recherche d'emploi, d'innovation sociale et entrepreneuriale. Et à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, Nantes a un vrai rôle de précurseur à jouer. Est-ce que dans ce rôle de précurseur-là, il n'est pas intéressant justement de commencer à revoir les dynamiques de l'emploi différemment? Et est-ce que ce n'est pas le rôle aussi d'une collectivité pas de l'imposer, mais de le soumettre aux entreprises pour les libérer de ça? Parce qu'on a quand même une personne sur 6 dans ce pays, voire sur 5, qui sont au chômage, et qui ont envie de travailler, et qui travaillent régulièrement, en fait, tout le temps, dans les associations, dans leur vie de tous les jours, mais qui ne sont pas rémunérés pour. Est-ce qu'en créant un salaire socialisé comme ça au sein des entreprises, on ne pourrait pas justement permettre à tous ces gens qui ne peuvent pas travailler autrement qu'en quémandant un emploi, leur permettre justement d'innover, de créer, d'apporter énormément de valeur économique qui va se répercuter derrière sur notre qualité de vie, quoi. C'est ça, à mon avis, le rôle, l'avenir des collectivités, peut-être. D'abord, sur le fond de votre question, est-ce que c'est le rôle d'une collectivité de contribuer à inventer un nouveau modèle? Moi, je crois que oui. Je crois que c'est une nécessité, parce que dans le pays, on le voit bien, les 30 Glorieuses sont terminées, et depuis un petit moment, vous aurez compris que je ne suis pas non plus franchement une adepte de la décroissance, mais je crois qu'entre la période révolue des 30 Glorieuses et la décroissance, il y a un nouveau modèle de développement, sans doute plus qualitatif, à inventer,
c'est derrière les questions qu'on appelle aujourd'hui les questions de transition hein, qui se posent. Et oui, je pense que les collectivités ont un rôle tout particulier à jouer dans ce domaine. Après, moi, je suis vigilante, par contre, à dire, autant je crois au partenariat public-privé, autant je ne crois pas qu'une collectivité, elle fait à la place et à l'intérieur de l'entreprise. Parce que chacun est dans son rôle, chacun est dans sa responsabilité. Par contre, il y a une chose que je peux faire, mais je laisserai ensuite Pascal Bollot compléter. Il n'est pas au courant, mais comme ça, il va prendre la balle au vol, je le sais, puisque un an de travail, c'est aussi une équipe. Et c'est une équipe, un an mobilisée au travail. Je voulais en profiter pour le dire au passage. Je crois que le rôle que la collectivité peut jouer sur ce que vous dites, c'est le fait de créer des passerelles entre des univers qui ne se connaissent pas. C'est la capacité à fédérer des acteurs. Parce que oui, une grande ville, une grande métropole, elle peut, et c'est ce que nous avons fait dans le Conseil des acteurs économiques, mettre autour de la table des grands groupes, des PME, des TPE, des petits groupes. Elle peut créer des passerelles, y compris entre des mondes en mouvement. Je prendrai juste un exemple. On a à Nantes, à la fois dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, des acteurs qui inventent d'autres manières de faire. Ils sont sur le pôle du côté des écosolises. Et puis on a des créatifs autour de l'économie numérique. Ils sont sur le pôle du quartier de la création. Eh bien, je peux vous dire que j'ai dit aux uns et aux autres, vous n'êtes pas très loin, il y a quelques centaines de mètres à vol d'oiseau qui vous parlent. Vous faites partie de ces créatifs qui peuvent amener des nouvelles raisons. Et est-ce que vous parlez beaucoup? Est-ce que vous agissez ensemble? Je le dis parce que je pense que le rôle que nous pouvons jouer, c'est aussi cette capacité à faire du lien entre des univers qui ne travaillent pas toujours ensemble. Pascal. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris de quoi tu voulais que je parle, Johanna. Est-ce parce que j'ai été inattentif? C'est possible. C'est possible. Non, peut-être dire un mot sur la politique de l'emploi, plus globalement. D'accord, sur la politique de l'emploi. Et notamment de comment on utilise nos outils territoriaux dans cette politique de l'emploi. Ben, justement, j'étais tenté de vous parler de quelque chose qui s'est passé ce matin, qui est tout à fait exemplaire de la capacité collaborative du territoire et de la capacité à inventer des choses nouvelles. Ce matin, l'IRT Jules Verne, l'Institut de recherche technologique, qui rassemble à la fois des pôles de recherche d'excellence, des pôles universitaires et des grandes entreprises industrielles, organisait à Rezé, à la Trocardière, un forum sur la formation en alternance dans l'industrie. Ce forum, il réunissait 30 organismes de formation, 25 entreprises industrielles, dont Airbus, la DCNS, STX, c'est-à-dire tous les gros poids lourds industriels du territoire, mais aussi des entreprises plus petites, et permettait de mettre en relation de manière efficace, parce que très bien préparés, des jeunes ayant un projet professionnel de formation en alternance et des entreprises qui venaient à ce forum avec 250 offres de formation en alternance, contrat de professionnalisation ou apprentissage. Et ça allait du CAP aux ingénieurs. Et ce forum, il a été organisé donc par l'IRT Jules Verne, avec la collaboration des entreprises et avec le soutien, évidemment, de la région des Pays de la Loire, qui est compétente en matière de formation, et avec le soutien de Nantes Métropole au titre de sa politique de l'emploi. Et ça, c'est vraiment... et tous les participants, entreprises, jeunes, organismes de formation, disaient cette formule, qui était expérimentée pour la première fois ce matin, a tout de suite véritablement bien marché. Et des jeunes sont sortis de ce forum avec quasi en poche un contrat d'alternance signé sur tous les niveaux de qualification que j'ai décrits. Et donc là, on a vraiment la mise en pratique de ce que nous pouvons faire en matière d'emploi, en plus du développement économique global dont parlait Johanna tout à l'heure. C'est la mise en relation, la mise en correspondance de l'offre d'emploi et de formation et de la demande. Et là, ce forum, il était, de ce point de vue-là, particulièrement efficace et même spectaculairement efficace, parce qu'il était organisé, il était préparé. Ce n'était pas simplement ces grands salons généraux et généralistes de formation où on voit un petit peu des jeunes errer dans les travées à la recherche d'une idée qui pourrait leur passer par la tête. Là, c'était vraiment des choses préparées, des entretiens qualifiés. Et je pense que ça fait partie des choses qu'on peut continuer à promouvoir, parce qu'on fait des choses, nous, avec les maisons de l'emploi,
qui sont dans tous les quartiers populaires. Il y en a à Nantes-Nord, une à Bellevue, une à Nantes-Est, une à Malakoff. On a l'école de la deuxième chance qui permet à des jeunes qui ont quitté depuis un moment le système scolaire sans avoir les bases minimales de retrouver par une pédagogie adaptée une chance de s'en sortir. Il y a la mission locale qui accueille et qui suit 11 000 jeunes par an, ce qui n'est pas rien et qui doit être encore plus performante. Et puis il y a le soutien aux acteurs du territoire qui se mobilisent pour l'emploi, qui se mobilisent dans un esprit de responsabilité sociétale des entreprises et qui doit permettre de continuer à alimenter cette dynamique dont on parlait tout à l'heure et qui fait que nous restons un territoire avec un taux de chômage inférieur à la moyenne. Et ça, on y tient beaucoup. Et c'est grâce aussi à la diversité de notre tissu économique et à la présence d'un vrai tissu industriel fort. Et donc, dites aux jeunes que les métiers de l'industrie, c'est pour eux. Une autre question ? Christiane Alain, ex-FCPE, mais toujours passionnée par l'éducation. Et on commence à entendre des voix qui disent que la mairie de Nantes supprimerait les repas de substitution pour les enfants souffrant d'allergies. Et je voulais avoir la confirmation que tel n'était pas le cas. La réponse va être courte, c'est faux. D'autres questions, suggestions, propositions, conseils, étonnements ? Bonjour, Stanley Collen. Je voulais juste vous raconter l'histoire d'un ami qui a eu un grand problème pour monter sa société à Nantes. C'est une boutique de vélo. Et en fait, le problème qu'il a eu, c'est qu'il a eu des difficultés à se faire financer. Il a eu l'accord de Nantes Initiative, il a eu le NACRE, et il a eu des gros soucis pour se faire financer par les banques. Il a fini par y arriver, il a vu quand même 6 banques, et ce projet a failli ne pas voir le jour. Et je trouvais ça dommage que malgré les objectifs stratégiques de la ville, des projets qui peuvent être intéressants pour la ville puissent passer à la trappe comme ça par manque de financement. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur des projets comme ça qui sont intéressants, stratégiques pour la ville et qui bloquent, de savoir si Nantes ne pourrait pas faire pression d'une manière ou d'une autre pour aider à financer ces projets ou passer par le crédit municipal. Voilà, pour ne pas passer à côté de création d'emplois et de projets stratégiques. Un mot sur le fond et puis Pascal nous dira un mot sur le crédit municipal. Cette fois au moins l'interpellation sera claire. J'ai bien écouté, c'est bon. Non, sur le fond, on a quand même une double difficulté. Je le dis franchement, la première, c'est que ce que vous décrivez, c'est la capacité, l'incapacité, la volonté ou le refus des banques de financer un certain nombre de projets et notamment de projets, disons-le, innovants, créatifs et qui parfois sortent des codes traditionnels. Est-ce que la métropole peut faire quelque chose là-dessus ? Oui, elle peut faire quelque chose là-dessus. Nous travaillons aujourd'hui, nous ne sommes pas encore prêts, je le dis là aussi franchement, à la question de l'aide à la création d'entreprises. C'est vrai sur certains projets bien spécifiques, comme celui que vous évoquez là. C'est vrai aussi, notamment dans les quartiers populaires, où aujourd'hui, un certain nombre de jeunes ont cette appétence, cette volonté à monter leur entreprise. Je le dis parce que pour en avoir échangé avec un nombre important d'entre eux, d'entre elles, ils nous ont relaté que parfois l'accompagnement qui était proposé pour passer de l'idée au projet, parce que ce n'est pas le tout d'avoir une idée, ensuite il faut passer au projet, à un modèle économique qui soit stable, eh bien cet accompagnement en tout cas ne correspondait pas tout à fait à ce qu'ils attendaient. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour vous répondre franchement, est-ce que c'est le rôle de la métropole d'aller financer 100% du montage d'une entreprise ? Non. D'abord, y compris les questions légales et législatives nous empêcheraient de le faire, mais au-delà même de ça, je pense que ce n'est pas notre rôle. Par contre, est-ce que c'est notre rôle de pouvoir impulser, de pouvoir mettre le pied à l'étrier quand c'est des projets qui nous semblent des projets stratégiques pour le territoire, ou quand c'est porté par des hommes et des femmes
dont on se dit qu'un accompagnement individualisé, personnalisé peut être utile, là aussi, pour l'intérêt général, pour l'intérêt collectif, pour faire émerger des projets, je pense que ça fait partie, effectivement, de nos enjeux pour demain. Pascal, je te laisse dire comment le crédit municipal, concrètement, sur ces enjeux intervient. Alors, le crédit municipal a l'interdiction légale et réglementaire formelle de faire des crédits aux entreprises. Donc ça, malheureusement, la porte est fermée. Et j'allais vous répondre aussi que, et pourtant, votre créateur d'entreprise, votre porteur de projet est passé par la bonne case, qui est celle de l'accompagnement par une des nombreuses structures qui sont regroupées par un objet qui est assez unique à Nantes par rapport à beaucoup de grandes villes, qui est la Maison de la création et de la reprise d'entreprise, qui a été créée conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie et la métropole, et qui regroupe des structures comme Initiative Nantes, mais aussi le Fondes, mais aussi Oser Entreprendre, mais aussi les boutiques de gestion, qui sont autant d'organismes qui permettent d'accompagner les créateurs d'entreprises et de valider leurs projets. Et généralement, quand un projet a le tampon valide de Nantes Initiative, généralement, les banques acceptent de le financer beaucoup plus facilement que lorsqu'il n'y a pas ce type d'intervention. Donc j'ai cru comprendre que finalement, une banque avait accepté de suivre le projet. On essaye de convaincre nos amis banquiers qu'il faut qu'ils fassent toujours et encore plus pour la création d'entreprises. Ils nous démontrent, chiffres à l'appui, qu'ils continuent à jouer leur rôle de financement de l'économie. Sur le plan macro, c'est macroéconomique, même local, c'est sûrement tout à fait exact. Il n'en reste pas moins qu'il y a toujours une marge où on aimerait qu'ils prennent un tout petit peu plus de risques. Eux nous disent qu'ils en prennent déjà beaucoup. La crise financière a fait qu'ils sont obligés d'avoir des ratios de gestion, des ratios prudentiels de plus en plus contraignants. Mais en tout cas, on essaye de les accompagner avec nos propres outils, je pense au Fondes notamment, pour aider, accompagner les créateurs d'entreprises. Le financement, il y a aussi l'ADI qui est très implanté sur Nantes et qui fait du microcrédit aux entreprises. Donc on a une palette de dispositifs qu'on doit probablement encore mieux utiliser, mais qui permet quand même d'aider la création d'emplois, la création d'entreprises et donc la création d'emplois sur le territoire de la métropole. En complément, moi je vous ferais bien une proposition à transmettre à la personne que vous connaissez qui a rencontré cette difficulté, parce que pour qu'on puisse nous identifier les leviers qu'on a pour continuer à progresser, on a besoin aussi de partir de situations réelles telles que celles que vous décrivez en disant, eh bien là, ça a été long et ça a été compliqué. Donc moi, je suis tout à fait prête à demander à quelqu'un de mon équipe de le recevoir pour entendre le parcours qu'a été le sien, voir là où ça a été bloqué, non pas, je le dis très clairement, pour résoudre sa situation individuelle, puisque vous avez dit vous-même que finalement ça avait avancé, mais peut-être que ça peut servir à d'autres et que ça peut nous servir à nous pour regarder là où il y a des marges d'amélioration et ce qu'on peut continuer à bouger. On avait une autre question. Je vous en prie, on va vous laisser vous exprimer avec un micro. Ouais. J'ai bien entendu ce qui vient d'être dit sur les banques. Et j'ai travaillé pour les Nations Unies, se trouve, et sur les questions d'économie de projet. Et ensuite, si vous voulez, j'ai eu l'approche technocratique, pure, dure, et l'approche culturelle. L'approche culturelle m'a enseigné autre chose. J'ai travaillé en pays musulmans, j'ai travaillé avec des juifs également, je connais les logiques des deux côtés. Chez les musulmans, on dit, pourquoi veux-tu faire quelque chose si lorsque tu veux mettre 1 euro quelque part, le patron là-haut ne l'a pas émis cette monnaie-là? Pourquoi veux-tu faire quelque chose si d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, un cycle olympique c'est 4 ans, on sait que ce sera de nouveau bloqué et que ce n'est pas du tout viable. Si on prend les indicateurs technocratiques, méthode des effets, méthode des prix de référence, excusez-moi, c'est de la technocratie pure et dure, c'est imbectable, c'est imbuvable et ça ne mène nulle part. Alors justement, pour éviter la technocratie, une question simple, afin de pouvoir y répondre simplement, une seule. Attendez, non, c'est un commentaire. C'est un commentaire sur le pourquoi ça bloque. C'est une question de logique.
intellectuelle où les gens qui sont dans les banques, ils sont là, creusent la nénette, mais comment je fais pour m'en sortir et pour dire oui, puisque je n'ai pas de visibilité devant. Vous parlez d'attractivité. Je dis non, madame. Pourquoi est-ce qu'une pomme est une pomme? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'effrite pas comme ça? Parce que selon les lois de la nature, la première des forces, c'est une force... Vous me pardonnerez, je vais profiter de votre exemple pour basculer sur la question qui nous occupait juste précédemment, à savoir celle des menus des cantines. Je pense qu'il sera utile aussi de permettre à chacun de s'exprimer. Donc il faut jouer le jeu sur les questions. Et on ne vous entend plus si je ne vous tends pas le micro. J'ai pris mon bâton. Faut qu'on vous entende. Je me suis promené dans Nantes en long, en large, en travers, et puis j'ai écouté les gens, je les ai fait parler et tout. Et je me suis dit, bon, j'ai une expérience internationale, et je vois un fleuve, je vois des rivières, et je vois un sous-usage, une sous-utilisation de ce potentiel. Alors j'ai mis ça en équation dans ma tête, le transport fluvial. Alors je fais les questions, pardonnez-moi, je saisis dans votre propos les questions. On a donc le rappel de la question précédente de la dame qu'il ne faut surtout pas oublier sur les menus. D'autre part aussi la question du fleuve, des usages du fleuve. Ça nous amène sur deux choses. On va peut-être répondre déjà à la première question de la dame qui s'est exprimée avant vous. Et puis ensuite, on poursuivra les échanges. Je vais d'abord tout de suite répondre à monsieur sur sa dernière question, puisque vous évoquiez, on aura le temps de continuer la discussion après dans les échanges informels qui vont suivre. Mais en tout cas, sur votre dernière question, où vous évoquiez l'eau, le fleuve, les cours d'eau, moi je vous invite à faire part de vos suggestions au grand débat que nous avons lancé. Pour revenir à la question des menus et des cantines, je redis d'abord qu'il n'y a aucune intention ni aucune annonce de diminuer les repas pour les enfants qui ont des allergies. Mais ce que je vous propose, parce que cette question de la restauration scolaire à Nantes, elle est extrêmement importante, il faut savoir que c'est 13 000 repas par jour qui sont servis, de laisser Catherine Choquet vous dire en quelques mots, puisqu'elle est mon adjointe en charge de ce sujet, comment on travaille sur cette question, parce que c'est effectivement un enjeu du quotidien important pour les enfants de cette ville. Bonjour. Sur les allergies, effectivement, il n'est pas du tout question de supprimer ce type de repas, parce que bien au contraire, la volonté de la ville, c'est de pouvoir accueillir tous les enfants avec leurs particularités, leurs besoins spécifiques. Donc il y a plutôt un travail qui est fait très très précis sur les besoins des enfants, sur leur régime, qui sont des régimes après prescrits, reconnus par des médecins. Il ne s'agit pas de dire j'aime pas le poisson, donc je ne vais pas en manger, mais je vais manger autre chose à la place. Donc il y a vraiment cette démarche-là qui est faite. Les repas sont faits à la cuisine centrale par des cuisiniers de la ville de Nantes. C'est une restauration qui est faite par la ville de Nantes, qui n'est pas sous-traitée au privé. Et si l'allergie est assez simple, eh bien, ce sont des aliments, par exemple, qui vont être supprimés. L'enfant est allergique à la pomme, par exemple. Le jour où il y a de la pomme, on supprime et on va lui mettre un kiwi ou une banane. Et par contre, si l'allergie est beaucoup plus compliquée, il y a un cuisinier qui est spécialement dédié à la préparation de ces repas-là. Donc sur les 14 000 repas qui sont préparés, ça va concerner une centaine d'enfants. Donc il y a un cuisinier sur les 17 qui s'occupe de cette centaine de repas-là. Et quand l'allergie est vraiment très complexe, là on sous-traite et on commande les repas à une société spécialisée. Et ensuite, c'est toute une organisation pour que le bon repas arrive au bon élève, dans le bon restaurant, à la bonne table. Donc, c'est une livraison qui se passe dans les 88 restaurants scolaires qui existent à Nantes. Et les enfants, en fait, savent bien, sont bien éduqués, on va dire. Ils savent bien s'organiser eux-mêmes pour prendre un petit écriteau qui a été inventé d'ailleurs par les enfants et les équipes de restauration sur place. Et l'enfant sait qu'il met son petit panonceau allergique qui peut apporter la vigilance pour les animateurs. C'est à peu près 800 personnes, 800 adultes aussi qui accompagnent les enfants sur ce temps entre midi et 2, autant pour servir les repas à table que pour l'animation aussi en dehors des repas ou le repos des enfants. Et donc, il ne faut pas qu'on prenne de risques d'erreurs sur ces repas allergiques. Donc, les enfants sont identifiés avec leur petit panonceau. Et puis, ils peuvent partager le repas, par contre, avec leurs copains, c'est-à-dire qu'ils choisissent là où ils vont s'asseoir et ils mangent avec leurs copains le plus possible, comme tous les enfants. Merci. Encore quelques questions, si vous le souhaitez, avant de pouvoir prolonger les échanges de manière plus individualisée, comme on l'a indiqué tout à l'heure, autour d'un rafraîchissement. Est-ce qu'une fois de plus, question, ça peut aussi être des réflexions. Il n'y a pas que les questions. On vous écoute.
Bonsoir, Michel Beaumont. Donc, je suis ravi d'être venu parce que j'ai raté les autres séances, mais bon, je pense que vous comprendrez, je suis retraité à temps complet, donc je n'avais pas le temps de venir. Mais je suis impliqué dans beaucoup d'associations et je me suis retrouvé dans les propos que vous avez tenus précédemment. Moi, je voulais revenir sur la problématique citoyenne. Et malgré tous les efforts que vous faites à différents niveaux, on voit au travers ne serait-ce que des élections, qu'il y a 50% des gens qui ne votent pas et donc qui sont peu intéressés, même aux élections locales. Donc je sais que ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous avez fait dans la semaine y contribue, mais on est quand même loin du compte, quoi. Sur les 500 000 habitants, on est quelques centaines. Je m'attendais à avoir la queue ce soir et je ne veux pas plomber l'ambiance, mais je pense qu'on n'est pas encore au bon niveau. Et comment vous voyez les choses? Et même si cette dynamique que vous avez exprimée, moi je la ressens à travers de tous les acteurs que je peux rencontrer, mais là encore, je rencontre les bons acteurs. Et ceux qui ne viennent pas à ces réunions ou qui ne sont pas intéressés par votre activité, comment va-t-on faire ou comment allez-vous faire ou nous aider à le faire pour qu'on puisse en drainer quelques centaines ou quelques milliers si possible? Et j'ai une autre question au travers de toutes les questions que vous avez vues, est-ce qu'il y en a une ou deux qui n'auraient pas été traitées et qui vous tient vraiment à cœur de nous restituer ce soir? Merci. On a demandé la semaine dernière à Johanna Roland s'il y avait un seul projet qui lui tenait à cœur. C'était un exercice difficile aussi. D'autres remarques ou questions? On peut terminer aussi. Je vais peut-être répondre directement et puis on pourra prendre encore quelques questions si vous souhaitez, mais je crois que la question que vous posez, elle est quand même extrêmement importante. Je crois que chaque citoyenne, chaque citoyen ne peut qu'être interpellé par le niveau d'abstention dans notre pays. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de fermer les yeux sur ce sujet. C'est un sujet profond, c'est un sujet qui dit des choses, du doute qui existe aujourd'hui entre l'habitant, le citoyen et la politique d'une manière générale. Et ça, je crois qu'il faut le regarder avec lucidité. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Nous, ici à Nantes, qu'est-ce qu'on peut y faire à l'échelle locale? Bien d'abord, moi je le dis, je crois que nous devons renouveler les pratiques politiques, que nous devons renouveler la manière de faire. Ce n'est pas vrai de dire que la politique n'intéresse pas les gens. La preuve, quand toute l'équipe se mobilise pour faire des réunions d'appartements, il y a des gens qui ouvrent leurs portes pour venir discuter. Et je peux vous dire que les discussions, elles durent. Qu'une réunion d'appartement qui démarre à 19h, qui est censée finir à 20h30, elle se prolonge à 21h30, à 22h30, parce que les débats sont vifs, que les débats sont passionnés. Ça veut dire qu'en réalité, moi je pense que les citoyennes, les citoyens, ils s'intéressent à la chose publique. Par contre, ils ne se retrouvent pas forcément dans la politique un peu spectacle, j'allais dire, du jeu des petites phrases, de quel ministre va passer à la télé, de qu'est-ce qui fera la une de BFM. Je crois que cette politique-là, les citoyens en sont lassés. Alors en tout cas, nous ici, modestement, mais en même temps avec détermination, depuis un an, on essaye de prendre nos responsabilités sur ce sujet. Ça passe par plusieurs choses. D'abord, ça passe par le fait de tenir ses engagements. Je vais en citer un. J'avais annoncé que si j'étais élue maire de Nantes, je laisserais mon mandat de conseillère générale. Je l'ai fait le soir même de l'élection municipale. Quand on dit quelque chose, il faut le faire. Je pense que la transparence, le renouvellement des pratiques politiques, ça passe par le fait de dire quand on est en situation de responsabilité, à chaque fois qu'on peut le faire, on le fait. Je vais prendre un deuxième exemple. J'ai proposé à tous les élus de l'équipe de signer une charte de déontologie. Une charte de déontologie, c'est quoi? C'est tout simplement de dire que le minimum du minimum de ce que vous attendez de vos élus, et c'est bien normal, c'est qu'ils soient exemplaires. Dans cette charte de déontologie, il y a quoi? Je ne vais pas la détailler. Il y a le fait de s'assurer de ne jamais mélanger les intérêts individuels, les intérêts personnels, et puis la fonction. Et je vais donner un exemple très concret, qui va peut-être parler à certains dans la salle. Dans cette charte de déontologie, on dit par exemple qu'aucun élu ne peut accepter de cadeaux. Alors je vous rassure, on est à Nantes. J'allais dire on n'est pas à Marseille, mais je ne veux pas stigmatiser telle ville. Ce que je veux dire, c'est que historiquement, on n'est pas dans une ville où il y a eu des pratiques. C'est pas ça. Mais je pense qu'on doit aller encore plus loin sur la transparence, sur l'exigence. Quand je dis aucun cadeau, ça veut dire que par exemple, aujourd'hui, un élu de l'équipe municipale, sauf si c'est sa délégation, parce que quand il est adjoint au sport, c'est son job d'aller au match de foot, d'aller au match de basket, d'aller au match de hand, parce que quand il est adjoint à la culture, c'est son job d'aller à tel ou tel spectacle, projet culturel, parce que c'est une manière de rencontrer les acteurs. Par contre, si c'est pas dans sa délégation, eh bien, il fait comme tous les Nantais, il fait la queue,
il paie sa place. Je le dis, excusez-moi, de manière un peu prosaïque, mais pour dire, pour moi, derrière la transparence, derrière l'exemplarité, il y a des principes sur lesquels nous devons être intransigeants, sur lesquels nous devons être exemplaires, et puis ensuite, il y a le quotidien. Et je dirais un dernier mot là-dessus. Quand j'ai fait le choix, c'était une demande ancienne à Nantes, d'augmenter les droits de l'opposition, et notamment d'ouvrir 3 commissions. La commission des places en crèche, la commission d'attribution des logements sociaux, et la commission pour l'attribution des dérogations de cartes scolaires. Pourquoi je l'ai fait en réalité ? Je l'ai fait d'abord pour respecter le droit de l'opposition, ça me paraît naturel, mais je l'ai fait surtout pour les Nantaises et les Nantais. Parce que trop souvent, j'avais entendu, et ça renvoie parfois à ce que vous évoquez, ce petit doute. Alors, c'est jamais dit de manière forcément directe, mais est-ce qu'on est bien sûr quand même que pour avoir une place en crèche, il ne faut pas connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un? Eh bien, moi, je peux vous dire que j'ai 100% confiance dans le service public à Nantes. Et que je sais aujourd'hui qu'en ayant ouvert ces commissions, c'est la garantie pour chaque habitant de savoir qu'aujourd'hui, ces attributions sont totalement transparentes et d'en avoir la garantie. Alors, je ne dis pas que ces réponses, elles viennent traduire, amener une solution unique à ce que vous dites. Mais je voudrais dire 2 choses. La première, c'est le renouvellement des pratiques politiques. C'est tous les jours. C'est dans l'action. Il y a ceux qui en parlent et ceux qui essaient de le faire. Puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je crois malgré tout que ce que les habitantes et les habitants attendent, c'est aussi un certain nombre de résultats concrets. Et qu'une des difficultés à l'échelle du pays, c'est que quand les questions du quotidien, les questions d'emploi, les questions de logement, les questions de sécurité sont difficiles, ou qu'en tout cas les habitants ont l'impression que ça ne va pas assez vite, c'est là aussi que le doute peut s'instiller. Donc je crois que c'est une bataille, en tout cas c'est une bataille que nous menons avec mon équipe, parce que nous n'allons pas renoncer. Si on renonce au fait de se dire que exercer sa citoyenneté, c'est des droits et des devoirs, comment on est les garants de l'intérêt général? Parce que c'est ça, au fond, quand même, l'intérêt de la chose publique. Question, remarque, réponse, une dernière, et puis ensuite on peut approfondir les échanges de manière individualisée. On a même veillé à ce que les élus puissent être identifiés à travers des petits signaux qu'ils portent sur eux, qui identifient leur nom et leur délégation. Mais avant cet échange, peut-être une dernière remarque, une dernière question, à moins que, si vous le souhaitez, on conclue. Bien. Eh bien, écoutez, dans ce cas, votre dernière intervention ressemblait aussi un petit peu à une conclusion. Néanmoins, si vous souhaitez ajouter quelques mots, Johanna Roland, je vous laisse le mot de la fin. Simplement vous remercier. Vous remercier parce que c'était une première de tenter cette expérience de 7 jours, 2 points d'étape. Je le redis, le bilan, c'est en 2020. Je le dis aussi, les occasions de rencontres, d'échanges et de discussions, elles vont continuer, elles vont être nombreuses sur tous les sujets. Et nous sommes, avec toute l'équipe, à votre disposition dans la suite de la soirée pour continuer les échanges. Merci en tout cas à chacune et à chacun de votre présence ce soir.